centenaires qui sont un petit peu vieillissants et où elle n'aurait plus sa place assez rapidement par fermeture progressive du milieu. Et elle s'appelle comment cette belle plante? Alors c'est le Césélie annuel, Ça s'écrit S-E-S-E-L-I, Oui, et annuel comme annuel en fait. d'accord. On a aussi un deuxième nom qui est le Césélie des steppes. Voilà. Alors du coup, ici en fait pour vous présenter aussi, me présenter un peu plus largement aussi tout ce qui est la structure, donc le syndicat des Caps travaille sur trois axes, en fait c'est trois axes d'animation. Alors on a un projet d'opération grand site qui vise à préserver globalement le territoire et aussi mieux vivre le tourisme, parce que le tourisme, vous le savez tous, ici on a une très forte fréquentation qu'il faut gérer, tout en les accueillant dans de bonnes conditions, mais aussi en veillant à ce que les espaces naturels soient préservés dans des conditions qui sont bonnes. Et donc il s'agit de gérer justement tous les... Vous avez peut-être pu voir si vous avez déjà visité le Cap Fréhel, il y a tout un dispositif de monofile et tout ça pour guider les visiteurs. Sur les dunes, quasiment tous les dunes sont équipées de clôtures pour aussi guider les visiteurs et éviter qu'il y ait trop de surpiétinement. Et aussi parce que là on est dans la civilisation de la voiture, on était arrivé à une situation où un promeneur qui voulait y aller à pied au Cap Fréhel ou qui voulait y aller en vélo, c'était assez risque et péril parce que tous les bords de route étaient surchargés de voitures, il n'y avait même plus la place pour un piéton ou un vélo, donc c'est bien qu'ils se retrouvaient bien souvent à devoir s'insérer dans la circulation, ce qui créait des situations dangereuses, sans compter que aussi en termes de stationnement on touchait des limites. Et il n'y a pas volonté, si vous voulez, de sans cesse, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de demandes, de construire du parking au détriment des espaces naturels. Donc c'est plutôt prendre le problème autrement, redonner du plaisir aux gens pour qu'ils puissent se réapproprier le site en pouvant approcher comme ils veulent. Un piéton ça prend pas de place, un vélo ça prend pas de place. Et permettre par exemple des campings qui sont à côté, de se faire sa petite balade sympa, venir jusque là sans prendre sa voiture, en conditions sécurisées. Donc il y a eu toute une démarche déjà d'approche comme celle-là qui a été faite, et puis aussi d'autres travaux, on pourra en voir encore cet après-midi, qui ont été réalisés justement sur cet aspect-là. Après, deuxième grand volet après l'OGS, l'opération Grand Site, pardon, c'est tout ce qui est sensibilisation. On a deux animateurs présents sur site à longueur d'année, plus un intermittent qui est là 8 mois par an, pour justement faire de la sensibilisation auprès des écoles, faire de la sensibilisation auprès du grand public, faire de la sensibilisation auprès des groupes. Et donc des programmes d'animation qui sont développés un petit peu comme vous avez sur la réserve aussi, tout au long de l'année, pour faire découvrir le patrimoine du territoire. Alors avec une mission quand même plus étendue que par exemple sur la baie, parce qu'on travaille aussi sur le patrimoine au sens large, c'est-à-dire faire découvrir aux gens bien sûr le patrimoine naturel en premier lieu, mais aussi le patrimoine historique, parfois le patrimoine industriel, parce que les gens sont aussi curieux de découvrir des métiers qu'on n'a pas l'habitude de connaître, par exemple découvrir une criée, découvrir comment ça se passe dans une carrière, des choses comme ça. Donc on a quelques thématiques un peu particulières liées au domaine industriel aussi. Et donc le dernier volet, c'est celui dont je suis en charge, qui est tout ce qui est Natura 2000. C'est-à-dire veiller à préserver cet espace naturel et remarquable là sur le territoire, et donc avec un territoire d'action pour moi qui va de la pointe de Cinca jusqu'à la pointe du Cap d'Erquy. Alors avec de grandes et belles choses sur ce territoire qui sont complètement complémentaires de la baie de Saint-Brieuc, bien connue pour les landes, mais aussi les dunes. Et moins connu après sur d'autres aspects, par exemple les chiroptères, les chauves-souris, qui sont très présentes ici sur le territoire, et notamment via des espèces particulièrement remarquables. Et donc on fait aussi des opérations par rapport à ça. Les oiseaux marins, on a un très gros volet de connaissances sur les oiseaux marins. Et après, ces landes ici, elles ont la particularité, si vous voulez, elles sont à l'est de la baie de Saint-Brieuc. Et en fait, toute la portion côtière ici est sous un microclimat particulier. On a de la chance, on a moins de pluie que vous. Et ça a généré autant d'un côté par rapport aux espèces de landes classiques que l'on retrouve par exemple sur les monts d'Arrée ou des choses comme ça. On va être sur les espèces à gérer un peu classiques, moins représentées sur ces espèces-là ici. Par contre, on va avoir des espèces qui sont vraiment particulières et que l'on trouve aussi qu'ici.
pour les Landes en Un Bretagne. microclimat, quoi, en gros. Voilà, Et une voilà. Un petit peu plus d'ensoleillement, beaucoup moins de pluie. Pour vous donner un ordre d'idée, ici on est à 900 mm de pluie par an, quoi. Donc si on compare aux Landes des Monts d'Arrée, ils sont à 1400. Plus de lézards et moins de caudrouilles. Ouais. Exactement, c'est à peu près ça. Et donc vraiment des physionomies de landes qui sont assez particulières, parce que c'est vrai que par exemple les landes mésophiles, c'est les landes dites moyennement humides dans la classification botanique. Autant les Monts d'Arrée, vaut mieux prendre les bottes pour y aller. Ici, on y va l'été, on prend les chaussures de marche, quoi, et pour trouver l'eau, on peut prendre la pioche. Donc il y a vraiment des particularités qui sont propres au site. Et donc du coup, on va retrouver des espèces remarquables. J'en parlerai tout ça cet après-midi, mais fauvet de pitchou, en boule-vent, qu'on va retrouver sur les Landes. Aussi l'azuré des Munières, qui est un petit joyau, parce qu'on n'en a plus que dans 4 sites en Bretagne. Et dont celui-ci est le plus gros de Bretagne et même un des plus gros du Grand Ouest. C'est un papillon. Voilà, c'est un petit papillon. Bleu, un peu bleu. Voilà. Je l'ai vu qu'en photo, je ne l'ai jamais vu Oui, de visu. oui. Après, c'est la fin de saison, donc C'est un peu tard. on le verra pas. Là, les envols sont finis. Là. Les pontes, elles ont déjà été faites sur les gentianes. Les gentianes sont même en fin, donc on croisera peut-être quand même quelques gentianes sur le site. Mais, Ah, il y a des gentianes. voilà. Et à quel moment on peut voir ce fameux papillon? Alors du coup, c'est sur l'été que se font les vols. Et les derniers vols se finissent... a priori, on dit bien souvent mi-août, c'est la fin des vols, mais je vois bien, moi, en faisant mes comptages sur site pour étudier l'espèce un petit peu et suivre les populations, j'arrive encore à avoir quelques vols fin août, début septembre. Mais bon, c'est vraiment les derniers. Les journées sans vent, quoi. Oui, c'est un petit papillon, donc il faut des conditions quand même. C'est l'azur, c'est ça? Pardon? C'est pas l'azur? Voilà, c'est la couleur, ça vient de là un peu. Oui, mais c'est comme ça qu'il s'appelle aussi. Azuré. L'azuré de Munières. L'azuré, oui, c'est pas l'azur, c'est l'azuré. Il y a plusieurs sortes d'azurés. Oui, c'est une famille de plusieurs espèces, avec même parfois des curiosités, aussi des migrateurs dans ce groupe-là. Par exemple, on a eu l'année dernière des gros arrivages dans l'azuré qui s'appelait l'azuré porte-queue. Et qui venait d'où? Qui n'est pas un classique. Alors, je le maîtrise pas forcément bien. Pardon, deux? Plus du sud, mais moi je maîtrise pas ça. Non, non plus, ouais. Et donc, du coup, pour notre opération aujourd'hui, en fait, si vous voulez, on développe de plus en plus sur le programme Natura 2000, comme ça, des projets de chantier bénévole. C'est aussi, d'une part, pour faire connaître le patrimoine aux gens, les impliquer, et puis aussi pour les gens, d'une part, ça crée une fierté parce qu'ils s'approprient un peu la gestion, et puis ça montre aussi, pour les gens du territoire, qu'il y a un intérêt des gens justement à conserver leur patrimoine, parce que bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément cette sensibilité-là, et donc aussi bien en termes d'action, c'est très important, parce que nous on cible des points stratégiques en termes de conservation des espèces qui sont en situation un peu difficile, et donc là du coup maintenant on développe 4 opérations par an. On a eu fait de l'arrachage sur des invasives, on a eu customisé une ancienne station d'eau potable en gîte à chauve-souris, on a fait plein d'opérations un peu différentes en fonction un peu des thématiques du moment et puis des points chauds qu'on pouvait repérer de par nos connaissances, les suivis sur le terrain. Voilà. Les plantes invasives ici, c'est lesquelles? Alors ici on a travaillé sur la cinéraire maritime. On croisera là cet après-midi. On a encore un chantier à programmer cet automne là-dessus. On a un gros foyer sur le Cap avec une difficulté, si vous voulez, c'est que en fait c'est une plante qui colonise assez facilement sur des milieux qui sont perturbés. Après, quand les milieux ne sont pas perturbés, ils sont sains, elle a du mal à créer sa dominance là-dedans et elle ne pose pas trop de soucis. Par contre, sur un endroit comme le Cap, il y a eu des zones qui ont été très fortement piétinées autrefois, qui ont été retirées du piétinement, qui sont en train de se renaturer. Donc, par exemple, ça c'est des milieux typiquement où elle va trouver son plaisir et chercher à se développer. Et second milieu qu'elle apprécie beaucoup ici, c'est justement les falaises. Parce que bon, les falaises, on imagine, avec les embruns, les vagues, c'est un système constamment perturbé. Et donc on a un front de progression dans les falaises, mais là, faut la chercher. Ouais, exactement. Donc notre but surtout, c'est déjà de la combattre pour l'empêcher de créer une dominance sur le plateau sommital, pour justement aider la revégétalisation en parallèle et que après celle-là ne trouve plus sa place parce que la végétation naturelle aura repris le dessus. Voilà.
Alors du coup, nous, notre petite, j'allais dire bébête, mais c'est pas vraiment bébête, plante qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors c'est, donc pour vous la montrer, donc c'est celle-ci. Alors, L'ombellifère, on va dire. voilà. Alors qui est assez, de par son feuillage un petit peu, ça ressemble un petit peu à la carotte sauvage. C'est assez trompeur. Et autrement, une autre plante typique ici du territoire aussi qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est le Peucédan officinal. Le quoi? Le Peucédan officinal. Ça s'écrit Peucédan. Et qui, elle, aime des milieux assez calcaires, mais on va la retrouver sur les filons de dolérite. Mais bon, j'expliquerai ça cet après-midi. Et donc, elle, typiquement, son milieu, par rapport à ce qu'on a pu retrouver comme station de l'espèce, sont des pelouses dunaires qui sont dites maigres. En fait, c'est des milieux très, très ras, peu évolués. Et elle se complaît dans ces milieux-là, et on peut trouver des floraisons du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Donc là, du coup, sur le site, vous verrez, on va en trouver plusieurs encore en fleurs. Et sa hauteur? Alors sa hauteur, c'est assez variable. Il y en a beaucoup des tout petits pieds comme ça, mais elle peut aussi grimper. Et actuellement, on voit quoi? On voit encore les fleurs actuellement? Voilà, oui, on en verra en fleurs. Ah, d'accord. On en verra en De fleurs. 15 à 30 cm en gros, on va dire? Oh, même de 5 à 30. Hein. Ah, de 5 à 30. C'est très très variable. Mais je pense que ça vient aussi en fonction de là où les pieds sont implantés, de la richesse en fait de la pelouse dunaire, là où elles sont. Quoi. Et donc cette espèce-là, elle a été considérée comme disparue en Bretagne depuis les années 85 à peu près jusqu'à cette année. Ah oui, vous l'avez retrouvée cette Et année? le conservatoire botanique en a retrouvé une première station sur un site qui était connu historiquement, sur Fréhel. Et à partir de là, ils m'ont montré l'habitat type, et de par les recherches, après on va la retrouver ici. Et j'ai encore retrouvé une autre station ailleurs, mais qui reste encore à confirmer par le conservatoire botanique. Quoi. Donc c'est vraiment, pour la région Bretagne, vraiment une espèce vraiment spécifique du territoire, hein, et qui est liée, merci, un petit peu aussi à la baie, hein, parce que c'est vraiment des espèces qui ne sont pas vraiment dans leur climat. C'est un réserve naturel. Vous avez mis une barrière pour arrêter les nuages. Mais c'est vrai que c'est vraiment la spécificité ici, c'est qu'on a une influence sur la faune et sur la flore directement de ce qu'on a à l'ouest, et en fait qui nous protège. Quoi. Et c'est bien connu qu'on a un microclimat qui couvre tout le cap d'Erquy pour aller jusqu'à Saint-Malo et qui prend toute la bande côtière. Quoi. Et les autres sites en Bretagne? Mais alors l'intérêt... Pardon? Les autres sites en Bretagne? Alors pour le CZI, il n'y a qu'ici. Hein. Qui en Bretagne? Voilà, il n'y a qu'ici en Bretagne. Cocorico. Vous allez voir... quelque chose qui est vraiment très, très, très rare localement. Et historiquement, il y avait d'autres stations au sud de Bretagne aussi? Non, c'était vraiment typé sur cette bande côtière-là, avec en noyau, pléplon Fréhel. Alors je n'ai pas bien compris, excusez-moi, parce qu'il y avait une neurones fuite. La protection qu'apporte la réserve par rapport à vous? Non, c'était pour la... Non, c'était une taquinerie. Non, c'est une taquinerie ou c'est le climat uniquement, la barrière en fait, bien de la souvent, tous pluie? les effets de pluie et tout ça, c'est des phénomènes qui viennent de l'ouest. Oui. Et en fait, tout le côté est de la baie se prend en premier ces nuages-là qui, pour remonter en altitude, se délestent. Sauf que ici, ils nous passent au-dessus, mais ils sont déjà délestés. Quoi. D'accord, ok. Voilà. Mais moi, je veux tout savoir. C'est Lyon que Oui, d'accord, il peut plus c'est Lyon. Pas tellement, plus l'ouest de la baie en fait. La barrière est vraiment sur est-ouest. Et c'est vrai que la presqu'île du Lion, on a un déficit, comme ici aussi, de pluviométrie. Ah oui. Ah bon? C'est moyen. Oui, ça doit être, à Lyon à 700 ou 800 mm. C'est très faible. Ah oui. Bon. Ah oui, et puis du coup, on a d'autres espèces, par exemple l'hélianthène jaune, qui elle, on va la retrouver. Bon là, il y a un paramètre géologique un peu explicatif aussi, mais qui va se retrouver juste à la jonction de plaquages sableux avec des affleurements rocheux de grès. Et donc qui, elle, par exemple, ce cas de figure-là en particulier ne se trouve aussi qu'ici. Parce qu'elle aime les entre-deux, en fait c'est une plante qui aime les entre-deux, qui a une biologie un peu particulière. Et donc on va retrouver ici, par exemple, sur le site, un petit peu sur Fréhel, mais surtout sur Pléplon, les plus belles stations sont sur Pléplon. Voilà. La plante sur laquelle on va travailler aujourd'hui, elle est protégée en soi? Elle est protégée au niveau régional, oui.
Et du coup, heureusement qu'elle n'a pas été déclassée, hein, parce que considérée comme disparue, elle aurait pu être déclassée. Non, fais-moi travailler, fais-moi, prends un, voilà. Je sais bien que vous êtes des costauds les gars. Et après, je fais plus des plantes, des plantes pour les capacités à pousser les fleurs. Là, effectivement, c'est la zone qui va. Voilà, maintenant, il y a des Il y a eu du chien dans la pointe là derrière, mais là je crois qu'il va être. L'histoire de la géologie, une fois qu'on comprend les interactions avec la faune et la flore, on est capable, les yeux fermés, de faire une carte prédictive de où sont les espèces, où sont les dans le milieu. Par exemple, ici, quand on regarde le paysage, vous voyez les petites buttes là, et vous voyez l'alignement de saule qui est positionné droite ligne dessus. Alors là, en fait, tout simplement, vous avez un filon de dolérite qui passe là.
Et donc la dynamique de végétation est beaucoup plus rapide sur ces milieux-là. Le milieu il est plus calcaire et donc le sol plus profond. Donc justement, la végétation arborée arrive à se développer. Après, à partir de là, tout doucement, ça descend en pente. En fait, on est sur du grès. Et donc là, vous allez avoir la succession de milieux. Vous allez avoir d'abord un petit peu de fougère autour, parce que c'est quand même un peu riche. Les landes sèches, les landes humides, et la lande mésophylle et landes humides. Et en fait, ce schéma-là, vous faites un copier-coller de ce qu'on voit là, sur tout le Cap Fréhel, et c'est exactement ça. Alors, D'accord, donc mésophile, c'est une ça veut mosaïque dire... de milieu. Quoi. Alors mésophile, ça veut dire moyennement humide. Moyennement humide. Voilà. Alors là, c'est sec, là. Voilà, on est sur du sec. Après, On moyennement voit, humide. quand on regarde la végétation, vous voyez, il y a des transitions qui sont quand même assez nettes au niveau paysager. Hein. Avec au cœur, là, vous voyez vraiment un endroit où c'est que vert, Oui. avec on voit des hampes Oui. de graminées. Là, c'est de la boulinie, alors elle est vraiment dans le cœur, dans vraiment de la lande humide, quoi. Par contre, Là. ici, là, c'est plus intermédiaire. Vous avez un mélange de bruyère, un mélange de boulinie. Ça, c'est la lande mésophile. Et ici, sur le haut, c'est la lande sèche. Et alors, bon, moi je croyais que les sols dont vous avez parlé de sol tout à l'heure, Oui. c'est pas ceux-là là, alors, c'est plus loin. Ah voilà, c'est là. Là, vous avez C'est deux petites touffes qui On correspondent a un deux peu à la touffes. lande humide. Oui. Et après, parce que le sol, il est bien l'humidité aussi. Oui. Et sinon, parce qu'il est bien, c'est les sols Ah, oui. riches. Et donc là, en fait, vous avez toute la ligne d'arbres que vous voyez derrière. Vous voyez qui est bien aligné là, et qui correspond, si vous voulez, à une fissuration du grès par où est remonté du magma. La dolérite, au c'est niveau une de la lande, roche c'est du magmatique. C'est une roche magmatique, exactement. Au niveau de la lande, Non, c'est du c'est de la- grès. Voilà, Et au Non, niveau la des dolérite. sols, c'est la dolérite. Voilà. c'est la dolérite. Ah oui, Et donc, vraiment, quand on a compris ça, en fait, on a tout le schéma en tête du Cap Fréhel, hein, parce que c'est un réplica de ce qu'on a devant nos yeux. Et donc, en fait, chaque plante ayant des besoins particuliers, on sait tout de suite où positionner, où chercher pour telle ou telle espèce. Par exemple, la fauvette pitchou, elle aime bien les ajoncs un peu développés. Elle va être dans les landes sèches, appuyée contre le filon dolérite. Tous les nids quasiment au Cap Fréhel sont là, ou alors sur des terres qui ont été remuées autour des parkings ou des choses comme ça. Mais cartographie facile. Après, l'engoulevent, il va aller escaler dans les soleils, au pied des arbres. Donc lui, l'engoulevent, ici, Cap Fréhel, vous faites de la carto des dolérites, vous avez 95% des nids d'engoulevent dedans. Il va être dans les sols alors. Ah, il chasse en milieu ouvert. Par contre, il niche au pied dans des espèces de petites clairières ouvertes, en fait, sur le feuillage, au pied des arbres. Donc là, Voilà. il peut en avoir au pied des sols. Ah oui, oui, tout à fait. Et donc, pareil, je vous parlais aussi de l'histoire du climat. Le dernier point qui est super intéressant, c'est que pendant les dernières glaciations, la mer s'est beaucoup retirée. Et tous les faciès de dunes qu'on était ce matin, mais aussi le Cap d'Erquy, par exemple, est très différent du Cap Fréhel parce qu'il est moins pentu. Donc pendant les dernières glaciations, avec les vents, il y a eu un plaquage, si vous voulez, des sables sous-marins contre les falaises originelles. Et donc quand c'était juste des falaises qui étaient en pente douce, le sable est monté dessus. Et ça a formé des plaquages sableux, si vous voulez, ça a pu avancer sur plusieurs centaines de mètres dans les terres. Donc, ce qui explique justement pourquoi les dunes rentrent dans les terres. Mais aussi un autre phénomène, c'est que les dunes, la plupart d'entre elles se sont formées pendant les grandes glaciations. Et tout le sable qu'on voit là, en fait, il est piégé là, parce qu'il a été apporté par le vent depuis près de 10 000 ans. Et en fait, il n'y a quasiment pas de régénération de ce sable-là, c'est très important de le préserver, parce qu'on considère que le milieu naturel n'est capable de régénérer que 1% de ce stock-là tous les ans. Donc c'est un stock piégé en fait, quoi. Alors du coup, on va descendre là-dedans, on va aller chercher l'azuré. Là pareil, pour toujours en lien avec le climat, la gentiane, on l'en trouve en Bretagne, mais c'est pas une plante typique d'ici, on la trouve que dans les tourbières. C'est comme la grassette du Portugal, qui est une plante carnivore, ou la drosera, c'est plutôt des montagnardes ces plantes-là. Et en fait, elles ont profité des périodes glaciaires pour coloniser la France. Et en fait, elles ont réussi à survivre uniquement dans ce type de milieu-là. Pourquoi? Pour une bonne chose, c'est qu'en fait, avec l'humidité, si vous voulez, quand il fait soleil, l'évapotranspiration abaisse les températures. Et par exemple, si vous allez prendre des températures au beau milieu d'une tourbière, près des feuilles, vous allez vous rendre compte que vous avez 2 ou 3 fois plus de jours de gel qu'à 100 mètres de là. Et donc c'est vraiment Il y a du froid à l'intérieur des... Voilà, qui est généré par un phénomène physique de transpiration des plantes, d'évaporation. Et qui piège, capture toute la chaleur présente, si vous voulez, qui abaisse la température. Donc c'est un phénomène un peu fou, mais une fois qu'on a compris ça, tout le système devient logique. Et si ça capte la chaleur, pourquoi c'est... alors j'ai pas tout compris. Voilà, Pourquoi c'est plus si vous voulez, froid vous avez de l'eau dans le milieu, Oui, qui est dans les plantes. oui.
Et en fait, les plantes en respirant émettent justement un peu d'eau. Et même l'eau du milieu a tendance à s'évaporer. Et si vous voulez, pour passer dans le phénomène en domaine aérien, si vous voulez, l'eau elle a besoin de chauffer pour bien s'évaporer. Oui. Et donc pour faire ça, il faut de la chaleur. Oui. Donc elle capture entre guillemets, la chaleur qui est présente dans le milieu environnant. Dans l'air. Voilà. À la surface pour justement favoriser ce phénomène d'évaporation. Et ça refroidit l'eau. Et ça refroidit le milieu autour. D'accord. Voilà. Bon, c'est un peu technique, mais c'est... Non, mais c'est intéressant. Voilà. En termes d'espèces caractéristiques, sur les milieux secs, on trouve quoi, la bruyère, calune? Voilà, on va être sur de la calune. Calune, Voilà. c'est la fausse bruyère qu'on appelle ça. Voilà. Et par contre, après, dès qu'on va aller sur les milieux plus humides, on va être sur de la bruyère ciliée, par exemple. Quoi. Quatre angles. Il est Ouais. efficace. Hein La 4 angles? Non, pas ici. Et la 4 angles aussi, ouais. Et la jaune, c'est de la jaune 1? Alors on a tout, hein. On a la jaune légale, on a les deux, la jaune Europe. L'Europe aussi? Ouais. Mais qui eux, pareil, ont plus ou moins leur biotype. Et c'est même assez marrant, entre guillemets, parce qu'il y a des endroits où, au fil de la gestion, on a supprimé énormément de sentiers, hein, sur le Cap, on s'en rend pas compte, hein. Mais il y a 30 km de sentiers qui ont disparu. Hein. Pour en rester combien? 30 km. Qui reste? Donc, ils ont disparu. À cause de la réorganisation. Voilà, parce qu'en fait, originellement, pareil sur les espaces dunaires, chacun allait comme il voulait, partout. Donc, en fait, il y avait plein de micro-sentiers dans tous les sens qui favorisaient énormément l'érosion. Et donc, aussi bien en regardant le comportement des visiteurs, parce qu'il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'ils veulent voir dans le site pour organiser le circuit, que en regardant les dangers, les risques et tout ça, on a tout repositionné. Et on a mis presque une décennie à tout refaire, hein, en termes de sentiers. Et là, du coup, on arrive sur 30 km de sentiers qui ont disparu, quoi. Donc, ce qui est gigantesque. Il reste combien alors d'ouvert? Alors, d'ouvert, on doit être à peu près à 10 km à peu près de linéaire total, quoi. Voilà, ouais. T'as pas des apiculteurs qui ont demandé pour les bruyères à poser des ruches? Si. Mais alors, là, je commence à freiner. Parce qu'on en a pas mal qui sont installés en périphérie du site, sur l'arrière, et ils commencent à être nombreux parce qu'ils sont en difficulté, hein, sur notre territoire. J'aimerais bien pouvoir venir plus les aider en intégrant aussi des ruches à l'intérieur de l'espace naturel, sauf que l'abeille domestique, faut pas l'oublier, c'est une concurrente des abeilles sauvages, quoi. Eh oui. Donc soit on fait une culture d'abeilles sur le milieu, ou soit on préserve effectivement, parce qu'il y a plein d'espèces, hein, de la famille des abeilles qui travaillent dans ces milieux-là, et qu'il faut aussi préserver, quoi. Oui, et puis il y a une chose auquel moi, je sais que j'avais pas pensé, mais en discutant avec un apiculteur par rapport, vous savez, à la baisse des abeilles, il disait qu'il y a un des problèmes, c'est qu'en fait on utilise trop la même espèce d'abeille. Et résultat, il n'y a pas de régénérescence, quoi, des espèces. Ouais. Et c'est vrai que, parce que moi au départ, quand j'ai commencé à discuter avec lui, j'ai discuté côté néonicotinoïdes et tout ça. Bon, on me dit, ah oui, mais il n'y a pas que ça. Et il me soulignait ce fait, quoi. Ouais. Après, c'est un phénomène, si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe autour de vous, toutes les cultures, que ce soit culture marine, culture intensive, culture forestière, toutes les unes après les autres se voient mises en danger par des phénomènes de maladies, virus et autres. Pourquoi? Parce que la nature a horreur des concentrations d'espèces, et c'est le foyer naissant justement d'épidémies très importantes. Et le frêne est touché, l'épicéa est touché, les huîtres ont été touchées, les moules commencent à être touchées, et je peux multiplier les exemples comme ça par 10, quoi, sans problème. La nature a horreur de ça, et tôt ou tard il y a un problème. Et puis bon, après il y a des solutions des fois qui sont développées avec des produits phytosanitaires et autres. Mais là je vois en forêt, ils sont en train de complètement réorganiser la filière pour travailler maintenant non plus avec des espèces monospécifiques, mais avec un mélange d'espèces justement pour être moins exposés à ces phénomènes-là, quoi. Voilà. Non, ça fait...